Un raisonnement similaire apparaît dans les discussions autour de l'exploitation. Lorsque je parle d'exploitation au sens marxiste, on me répond souvent que je décris les patrons comme des individus méchants. Pourtant, ce n'est pas mon propos. Je fais parfois la comparaison avec un tigre. Le tigre n'est pas méchant, il est un prédateur. Dire cela n'est pas un jugement moral, mais une description. De la même manière, parler d'exploitation n'implique pas de condamner moralement des individus. Mais là encore, on m'a déjà objecté qu'exploiter était moralement préjudiciable, de même qu'être un prédateur, et que donc cela ne correspondait pas à la réalité, en niant ainsi le processus même de l'exploitation. Or, ceci est précisément une affaire de structure, pas de comportement individuel. Tout le problème de la morale est là. Elle efface l'architecture du modèle économique et renvoie tout au comportement individuel, alors que ces individus sont eux-mêmes déterminés par les contraintes matérielles dans lesquelles ils sont plongés. Les individus ne surgissent pas hors sol. Ils sont insérés dans des structures économiques, juridiques et culturelles qui orientent leur comportement. Comprendre cela ne signifie pas abolir toute responsabilité, mais reconnaître que les institutions produisent des effets. Ainsi, il n'y a pas d'un côté des gentils patrons offrant généreusement des emplois à des salariés fainéants, ou inversement, de pauvres salariés opprimés par de méchants patrons voraces. J'ai connu des patrons généreux et d'autres radins, des salariés investis et d'autres désengagés. Ce n'est pas la question. Ce qui m'intéresse, ce sont les structures, pas les intentions. L'asymétrie du monde du travail n'est pas une affaire de morale, mais une situation objective produite par un système économique donné. Réduire cette analyse à une opposition entre gentil et méchant empêche toute compréhension réelle du fonctionnement social. Concernant les maisons closes, je suis favorable à leur réouverture, en parlant ici exclusivement de situations où les femmes exercent en profession libérale de leur plein gré. Je dis cela tout en me réclamant ouvertement de gauche et féministe, et je me fiche que le RN ait récemment fait une proposition similaire. Je ne fais pas dans l'opposition systématique absurde et je pense hors de tout parti politique. Certains de mes amis estiment que la marchandisation du corps est moralement injustifiable et qu'il est donc normal de l'interdire. Mais je trouve cette position sélective. On invoque la morale lorsqu'il s'agit de sexualité, jamais lorsqu'il s'agit du travail en général. Pourtant, lorsque j'utilise mon corps comme ouvrier pour produire, je mets bien ma force physique à disposition d'un employeur, et le produit de mon travail ne m'appartient pas. Pourquoi cette mise à disposition du corps serait-elle moralement neutre dans un cas et scandaleuse dans l'autre ? Dans un monde idéal, sans frustration, sans solitude, sans déséquilibre économique, je serais sans doute opposé à la prostitution. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Il faut partir des êtres humains tels qu'ils sont et surtout observer les conséquences concrètes des choix juridiques. Un cadre légal peut offrir des protections, droits sociaux, suivi médical, conditions de sécurité, possibilité de déclarer son activité. C'est ce qu'expliquait une travailleuse indépendante exerçant en Allemagne, pays où la prostitution est légalisée sous certaines formes. Légaliser ne signifie pas idéaliser, cela signifie encadrer une réalité déjà existante. Un raisonnement similaire peut être appliqué à la légalisation du cannabis, déjà mise en œuvre dans plusieurs pays, sans provoquer l'effondrement social que certains annonçaient. On peut également évoquer la dépénalisation de toutes les drogues au Portugal, réforme qui privilégie l'aide et la prévention à la répression. Les personnes dépendantes y sont considérées comme des individus en souffrance ayant besoin de soins, non comme des délinquants devant être punis. Les résultats montrent une baisse significative des overdoses, des infections liées aux injections et des usages les plus problématiques, sans explosion massive de la consommation. À l'inverse, l'interdiction pure et simple ne supprime pas le phénomène, elle le déplace. Lorsqu'une activité persiste malgré son interdiction,
Elle sort du cadre légal et devient plus vulnérable aux réseaux criminels, au proxénétisme et aux violences. L'histoire montre que la prohibition totale de pratiques socialement enracinées tend davantage à alimenter les marchés clandestins qu'à les faire disparaître. Cela ne signifie pas que toute légalisation règle tout. Même dans les pays qui ont choisi ce modèle, les problèmes subsistent, notamment liés à l'exploitation. Mais la question n'est pas de savoir si la prostitution ou la drogue disparaîtront par décret moral. D'ailleurs, l'alcool, largement accepté dans les sociétés occidentales, est lui aussi une drogue. La véritable question est de savoir quel cadre minimise le plus la violence, l'arbitraire et la domination. Interdire au nom d'une pureté morale peut soulager la conscience. Mais une politique publique doit d'abord se demander quelles seront les conséquences réelles.